Bonjour à tous, je suis Philippe Larue, responsable sécurité de CBP, et je vais vous présenter mon retour d'expérience sur la mise en place d'une politique de sécurité applicative au sein de mon entreprise. Alors CBP, c'est un cabinet de courtage spécialisé en conseil et gestion d'offres de prévoyance. C'est le deuxième courtier spécialiste en termes de chiffre d'affaires, 109 millions d'euros en 2010. En 2010, plus de 475 collaborateurs ont géré 530 000 nouvelles adhésions et 100 000 dossiers de sinistres. CBP travaille aujourd'hui pour le compte de plus de 100 clients distributeurs d'offres de prévoyance en Europe. Ce sont des banques, des assurances, des mutuelles, des courtiers grossistes, etc., dans le monde de banque-assurance. Et nous sommes implantés dans les pays que vous voyez. La direction des systèmes d'information compte 65 personnes réparties principalement dans deux gros services. Le service études qui développe en interne les applications métiers dont CBP a besoin, 34 personnes. Le service production qui met en place les infrastructures nécessaires et en assure le maintien en conditions opérationnelles, ainsi que le support. Et à la DSI, nous trouvons également 3 cellules transverses importantes. La cellule architecture et composants, ce sont 4 architectes qui définissent les standards technologiques et fournissent l'accompagnement et l'outillage nécessaires au projet. La cellule administration de données, 3 experts qui conçoivent, administrent et optimisent les bases de données tout en garantissant la cohérence du patrimoine de données. Et puis enfin, la cellule sécurité, composée de mon adjoint et de moi-même. Alors en 2007, CBP s'est doté d'une politique de sécurité conforme aux normes ISO 27001 et ISO 27002. Mais avant 2011, les efforts avaient principalement porté, les efforts techniques du moins, sur l'infrastructure. Le chapitre sur la sécurité des développements était pratiquement vierge. D'autre part, là je vous présente un schéma que j'aime beaucoup parce que je l'ai aussi, il m'a beaucoup aidé à convaincre en interne. L'application devient la cible principale aujourd'hui des attaques, comme le présente ce schéma. 75% des attaques sont portées sur l'application web et seulement 25% portent sur l'infrastructure, alors que 90% des dépenses de sécurité sont consacrées à l'infrastructure et seulement 10% à la protection des applications web. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre. D'autre part, le risque augmente. L'exposition de CBP augmente, nos applications sont de plus en plus exposées sur Internet, à la fois en nombre, en richesse de fonctionnalités, et puis au niveau international. La dernière application qui vient d'être déployée, c'est une application pour des courtiers grossistes italiens, par exemple. Et je pense que ce constat-là, il est propre à toutes les entreprises. En 2011, la cybercriminalité a explosé. Elle rapporterait d'ailleurs plus que la drogue. Alors ça, c'est une information qui a été largement reprise sur Internet, mais aussi largement controversée. Peu importe qu'elle soit un petit peu fausse ou totalement vraie, moi, c'est pareil, je l'ai reprise en interne parce qu'elle montre qu'il y a quand même un tournant que tous les professionnels ressentent en ce moment sur cette explosion de la cybercriminalité. Donc, si je reprends ce que j'ai dit précédemment, donc on n'avait pas de politique de sécurité pour tout ce qui est développement sécurisé des applications. Notre exposition augmente, la cybercriminalité explose, donc une politique de sécurisation du code applicatif était plus que jamais nécessaire. Donc nous, on a mis en place ce projet qui s'est déroulé de février à novembre 2011. Alors on a voulu bien faire pour commencer. Pour savoir où aller, il faut d'abord savoir d'où on part. Donc la DSI a demandé un audit de son organisation à un consultant externe parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Donc ce consultant a interviewé un architecte, un chef de projet organisation, un chef de projet DSI, une personne de l'infrastructure, le responsable des études et moi-même. Il a utilisé pour faire son audit la méthode OpenSAM qui évalue la maturité d'une organisation en sécurité applicative. Donc pour ce faire, il a posé des dizaines de questions qui sont organisées selon 4 piliers, un pilier de gouvernance, de construction, de vérification et de déploiement. Je vous invite à regarder la méthode OpenSAM sur Internet, c'est très intéressant. Alors, quel est le résultat de cet audit ? Donc, on a eu une photo à l'instant T de nos forces et de nos faiblesses.
Pour des raisons de confidentialité, le schéma qui est présenté n'est pas celui qui a été issu de cet audit, bien entendu, mais on a eu un schéma un petit peu qui ressemblait à celui-là sur 12 items, parmi lesquels la formation, la conception, l'architecture, le développement, les revues de code, la revue de conception, les tests d'intrusion, etc. Et on était noté donc sur cette échelle de OpenSAM de 0 à 4, 4 étant le maximum. 4 veut dire que les mesures sont à la fois mises en place, documentées, régulièrement contrôlées et puis régulièrement améliorées dans un cycle vertueux d'amélioration continue. Donc bien sûr, entre le niveau 0 où il n'y a rien en place et le niveau 4 qui est l'idéal, les notes intermédiaires montrent cette progression possible. Donc notre but, c'était pas de nous améliorer sur nos points forts ou d'atteindre quelque chose d'impossible. La cible que l'on s'est fixée, c'était de pouvoir atteindre un niveau homogène pour qu'on ait une cohérence de notre protection. Plus que essayer de s'améliorer dans certains domaines. Donc pour ce faire, on a eu 25 recommandations pour toutes les phases du cycle de projet logiciel. Parmi ces recommandations, il y avait un peu une méta-recommandation, c'est-à-dire une recommandation qui revenait souvent, c'était de mettre en place bien sûr une politique de sécurité logicielle. Donc voici quelques grands principes de la politique qu'on a mis en place. Donc elle est basée d'abord sur des bonnes pratiques, comme l'OWASP ou l'ISO 27000. Elle concerne le développement interne ou externe, c'est-à-dire par exemple au forfait, et également l'acquisition des progiciels, parce qu'il y a des points communs dans les exigences de sécurité. Elle est très orientée prévention, amont, car plus une faille est découverte tard et plus la correction coûte cher. Donc là, je vous ai mis le schéma qu'on trouve sur le NIST, mais on le trouve un petit peu partout sur Internet. Les différents organismes arrivent à la même conclusion, c'est-à-dire que plus un bug est découvert tard dans le cycle de vie logiciel, plus le coût de sa correction est cher, et d'ailleurs, ça augmente de façon exponentielle. Ça, c'est valable que ce soit pour la sécurité, d'ailleurs, ou pour la qualité. Donc c'est très important de travailler en amont et on a mis l'accent dessus. Que dit aussi notre politique de sécurité logicielle au niveau du développement ? D'abord, cette politique, elle est technologique, mais indépendante des langages ou des méthodes, parce qu'elle est basée sur des principes. À l'OWASP, ils disent qu'elle est agnostique. Je vous donne un exemple. Une des exigences, c'est que quand on saisit un mot de passe, le mot de passe soit masqué à l'écran et que l'autocomplétion soit désactivée. Donc ça se comprend c'est aussi du bon sens. Et on voit que cette mesure n'est pas associée à un langage. On peut la mettre en place quel que soit le langage de programmation qu'il y a derrière. Notre politique est basée en grande partie sur l'OWASP, donc l'Open Web Application Security Project, et notamment l'ASVS, qui est l'Application Security Verification Standard, donc une méthode de l'OWASP où on a trouvé une grande partie de notre bonheur pour les exigences de sécurité. Ça nous a permis notamment de classer ces exigences de sécurité selon les 14 familles d'exigences de l'ASVS, qui sont l'authentification, le contrôle d'accès, la journalisation, la vérification des codes malveillants, etc. Et nous-mêmes, dans ces 14 familles d'exigences, on a classé ces exigences en plusieurs niveaux. D'abord, le niveau obligatoire, pour lequel il n'y a pas de dérogation possible. Ensuite, un niveau recommandé, qui devient obligatoire pour les opérations ou les applications sensibles. Les applications sensibles sont définies dans le document, bien entendu. Et puis, on m'a demandé, pour ne pas alourdir le document, de supprimer certaines de ces exigences qui étaient moins importantes pour nous. J'ai choisi de les laisser dedans, mais en annexe, au libre arbitre du chef de projet, parce que ça peut toujours servir en effet de référentiel et surtout pour ne pas les oublier si demain, dans notre politique d'amélioration continue, on souhaitait les réintégrer et leur donner un poids supérieur. Alors, comment on a fait pour décider de ce qui devait être obligatoire ou recommandé ? Donc, les critères de classification, ça a été d'abord le niveau de risque. Si, par exemple, une exigence faisait partie du top 10 des vulnérabilités de l'OWASP,
D'autre part, les protections déjà portées par l'infrastructure ont été un petit peu dépriorisées parce qu'on ne voulait pas que les développeurs, puisque c'est la cible de notre document, se concentrent dessus. Donc moi je pense typiquement à toutes les sécurités qui sont portées par la couche SSL, qui elle est portée chez nous par notre Web Application Firewall, par la couche infrastructure. Et puis enfin, c'était un autre élément, c'était notre capacité à faire dans notre contexte. Certaines de ces exigences auraient mérité d'être obligatoires, mais dans notre contexte, pour certaines applications, on n'était pas capable de le faire. Donc plutôt que de mettre le développeur face à un choix impossible, on a dépriorisé ces exigences en attendant que les problèmes rencontrés soient améliorés. Alors pour vous éclairer un petit peu, j'ai choisi un peu au hasard 2 exemples. Alors tout d'abord, les exigences qui sont classées selon les 14 familles de la SVS ont un code de couleur. Les obligatoires, on a choisi de les faire figurer en bleu et les recommander en vert. Bon, c'est un code de couleur. Mais surtout, au lieu de faire un catalogue d'exigences qui est relativement rébarbatif et pas forcément facile et pédagogique, on a rajouté 2 colonnes. Une colonne pour indiquer la référence, pour bien montrer qu'à chaque fois que l'on choisissait une exigence, il y avait derrière une bonne pratique, une norme. Donc, dans 80% des cas, chez nous, ça a été la SVS, mais pas forcément dans tous les cas. Et puis, enfin, une colonne très importante, ce sont des exemples et des mises en application qui peuvent aider à parler aux développeurs et à leur faire comprendre, ou leur donner un petit peu des pistes. Là, on était dans cette colonne donc un petit peu moins agnostique, comme disent nos amis de l'OASP. Alors la première exigence, si je la lis, tous les formulaires contenant des informations sensibles ont désactivé les caches côté client, incluant les fonctionnalités d'autocomplétion. Donc ça veut dire que toute information sensible, on pense à des informations financières ou médicales, de tout type d'informations sensibles, en effet, ne doit pas être mise en cache côté client, parce que sinon elles pourraient être dérobées, et puis on ne doit pas autoriser non plus l'autocomplétion. On voit dans l'exemple de mise en application quelques exemples pour aider les développeurs d'utiliser par exemple la directive HTTP no cache ou d'utiliser la page web HTML, le autocomplete égale off pour les formulaires, pour désactiver l'autocomplétion. En dessous, on voit un exemple d'exigence recommandée. Il y a une seule implémentation de journalisation utilisée par l'application. Pour certaines applications chez CBP, il y a plusieurs implémentations de journalisation. En attendant un projet qui est prévu de centralisation de toute la journalisation, on ne peut pas exiger aux développeurs, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils obéissent stricto sensu à cette exigence. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis recommandé. Mais dès que le projet aura permis d'avoir une seule implémentation utilisée par toutes nos applications, elle le passera obligatoire. C'est dans l'ordre des choses. Alors quels sont les buts de cette politique de sécurité ? Le but principal, il est en rose, c'est le code sera meilleur et plus sûr. La sécurité globale va être renforcée. Mais au-delà de ce but primaire, principal, il y a quand même beaucoup d'objectifs qui sont recherchés dans la mise en place d'une politique de sécurité applicative. Le premier d'entre eux, c'est aussi de sensibiliser et de former. D'ailleurs, j'ai remarqué chez certains collaborateurs un effet M. Jourdain, c'est-à-dire que certains sont venus me voir en me disant « Philippe, j'ai découvert que je faisais de la sécurité sans m'en rendre compte, parce que finalement, il y a beaucoup de bon sens dans ce qui est écrit, et puis je faisais déjà pas mal de choses sans me rendre compte. » Donc ça, c'est des témoignages qui font plaisir. D'autres témoignages qui font plaisir, c'est ceux qui témoignent qu'on a suscité soit une prise de conscience de personnes qui n'avaient pas conscience des enjeux de sécurité, ou même un intérêt pour le sujet. Donc là, c'est l'idéal. Un intérêt, ça permet de motiver des personnes, et quand il y a des personnes motivées, ça fait un effet locomotive qui est très bénéfique.
C'était également un référentiel consultable par tous et où piocher en cas de doute. C'est vrai qu'avant cette politique de sécurité, j'étais souvent sollicité, et la cellule architecture aussi, par les développeurs sur des points et des questions pointues, parfois ardues, sur des problèmes d'authentification ou autres. Là, aujourd'hui, le référentiel, c'est la politique de sécurité. Entre guillemets, on s'est pris la tête pour la mettre en place, c'est pour ensuite être plus serein. Justement, hein, c'est un référentiel qui évitera certaines discussions sans fin. À un moment donné, c'est la politique de sécurité qui tranche. C'est aussi un référentiel diffusable pour toutes les prestations au forfait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Et quand on a une prestation au forfait, le chef de projet doit utiliser toutes les exigences de la politique de sécurité relative au périmètre du projet pour les transmettre aux prestataires. Le travail est déjà fait. Et puis enfin, je vous le disais tout à l'heure, c'est très important de travailler en amont. Donc c'est un référentiel de base pour les documents amont, l'analyse du besoin de sécurité d'une nouvelle application, et puis le document d'architecture technique. Quel effort a-t-on demandé aux équipes de la DSI ? Alors le premier effort, bien entendu, une fois que j'aurais présenté la démarche à toutes les équipes, c'était de la lire pour la comprendre ou savoir retrouver l'information. Donc ça c'est important, on ne leur demandait pas de l'apprendre par cœur, mais surtout de la comprendre et de savoir où retrouver l'information. Parce qu'on retrouve beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de bon sens dans cette politique de sécurité. Par exemple, quand ils ont compris que tout ce qui est contrôle sensible et doit être fait côté serveur et pas uniquement côté client, c'est peut-être une dizaine d'exigences de sécurité qui portent sur différentes étapes de la mise en place d'une application qui, du coup, sont vérifiées. Donc on leur demandait de passer une demi-heure à 1 heure sérieusement dessus, ce qui suffisait largement. Si certains voulaient passer 2 heures, il n'y avait pas de souci, mais en général, c'est le temps qui suffisait. On leur a demandé aussi de contribuer pour la faire vivre. On a de la chance chez CBP, on est une PME, vous avez vu, la DSI est à taille humaine, donc ça nous permet justement d'être assez proches donc pour faire vivre cette politique de sécurité. Et enfin, on leur a demandé de la mettre en œuvre dès maintenant pour tous les nouveaux projets. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Enfin, quand ils ont lu la politique de sécurité, je leur ai demandé de remplir un questionnaire pédagogique en ligne. Donc c'était un questionnaire très simple, 10 questions, notées sur 10 points, mais 10 questions prises vraiment pour représenter des points à chaque fois très différents et très complémentaires de la politique de sécurité. Donc je pense que les personnes qui ont eu 10 sur 10 l'avaient bien lu et ont bien compris en tout cas les principaux principes. Donc on a eu 30 réponses. Les notes obtenues ont été entre 7 et 10, mais on a eu beaucoup de 10 parce que la moyenne a été de 9,5 sur 10. Donc ça, déjà, c'était un premier succès et je m'en félicite. Alors, mettre en place une politique de sécurité logicielle en soi n'a pas d'intérêt si on ne met pas aussi en parallèle un plan d'action pour la faire vivre. Aujourd'hui, je considère le projet terminé, le projet de mise en place d'une politique de sécurité applicative, mais c'est le début d'une démarche, ce n'est que le début. Donc on a commencé par accompagner les équipes, bien sûr, je vous en parlais, et puis à les former. Donc on a eu déjà 2 sessions de formation spécifiques en novembre 2011, donc 2 sessions qui étaient directement dans notre environnement à nous, Java J2E. Et puis, l'outil documentaire le plus utilisé par nos développeurs, c'est un wiki technologique, c'est ça qu'ils aiment. Donc, on a mis en place une page wiki dédiée à Java, qui est complémentaire de la politique de sécurité, puisque la politique de sécurité, elle, est agnostique, comme je vous le disais. Donc, elle vient enrichir et aider les développeurs à mettre en place, par des bons exemples choisis, du code sécurisé. Donc la mise en œuvre doit se faire pour tous les nouveaux projets. On n'a pas choisi de reprendre tout l'existant parce que ça aurait été trop important. Ceci dit, de façon opportuniste, on ne s'interdit pas, pour d'anciennes applications qui seraient reprises, de reprendre certains modules ou, lors de certains contrôles, si on découvrait des failles, bien sûr, de les corriger.
D'autre part, CBP dispose fort heureusement d'un budget qui s'appelle le dette technologique. Donc c'est un budget développement où on consacre une partie de notre budget de développement à reprendre d'anciennes applications qui aujourd'hui sont obsolètes, et donc la sécurité fait partie de cette dette technologique. Des revues de code sont planifiées et budgétées. Donc le responsable des études a prévu des revues de code qualité, dans lesquelles il va intégrer de la sécurité. Et moi-même, j'ai prévu également une ou des revues de code plus orientées politique de sécurité pour voir si elle est vraiment appliquée. Enfin, nous travaillons autour de nos outils automatiques de contrôle de qualité de code, dont le plus utilisé est Sonar, pour intégrer les contrôles sécurité au mieux. Aujourd'hui, de base, dans Sonar, il y a entre 8 et 10 contrôles sécurité, ce qui n'est pas suffisant, même si ces contrôles sont très importants. On y trouve par exemple les prepaid statements qui nous garantissent qu'il n'y aura pas de SQL injection, donc c'est quand même très important. Mais donc on travaille autour de l'amélioration de ces outils et de leur meilleure intégration chez nous. Autre point important que je voulais vous signaler aussi, c'est le suivi et le signalement des failles. Donc moi j'ai demandé à être prévenu à chaque fois qu'il y aurait des découvertes de failles typées sécurité. Les bugs fonctionnels bien sûr ne m'intéressent pas. Et j'ai accès maintenant à l'outil de bug tracking qui chez CBP est l'outil open source très répandu Mantis, parce qu'il faut me voir comme un responsable assurance sécurité. Donc, d'une part, je peux intervenir dans la priorisation d'un bug, parce que naturellement, l'AMOA ou les métiers vont chercher à prioriser un bug en fonction de besoins métiers ou de besoins clients. Et moi, je peux intervenir pour un petit peu corriger ou prioriser un bug qui serait de sécurité critique afin d'augmenter sa priorité, qu'il soit traité plus rapidement. C'est important également de suivre l'évolution des failles. Ça fait partie des KPI, c'est-à-dire des indicateurs à suivre. Et puis surtout, mon but derrière tout ça, c'est que tous les ans, de pouvoir faire un bilan des bonnes pratiques dont la non-mise en place, donc dont le non-respect a occasionné les fameuses failles qui ont été découvertes. C'est-à-dire, mon but est de faire un peu un top 10 des bonnes pratiques dont le non-respect a provoqué ces failles, surtout à des fins pédagogiques, mais également de mise à jour de la politique de sécurité, conformément à notre politique d'amélioration continue. Et puis je vais vous donner un exemple intéressant. Donc, suite à la sensibilisation, il y a une faille de sécurité qui a été découverte par un de nos développeurs sur une application qui venait pourtant de réussir un test d'intrusion par un cabinet spécialisé. Alors c'est un très grand cabinet qui a pignon sur rue, dont je n'ai aucun doute sur la qualité, mais ils avaient pris un angle d'attaque avec lequel ils étaient passés à côté de certaines failles de sécurité. Donc ça prouve bien que ces tests d'intrusion ou le pen testing, c'est toujours très indispensable, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que la sécurité soit testée et mise en place tout au long du cycle de vie logiciel, de l'amont à l'aval. Autre point intéressant que je souhaitais partager avec vous, la politique de sécurité logicielle actuelle n'est pas exhaustive. Pour éviter un effet tunnel, j'ai un petit peu adopté la loi de Pareto des 80-20, c'est-à-dire qu'elle est peut-être à 80% complète. Il y a certains points pour lesquels nous avons indiqué d'ailleurs dans la politique qu'on améliorerait ces points-là ultérieurement dans des projets futurs. C'est le cas pour certains points qui font partie, par exemple, du domaine de la base de données. Il y a certains points qui vont être traités en 2012 dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue. Ça n'a pas tellement plu aux équipes parce que elles ont dit oui, c'est bien joli l'amélioration continue, mais quand est-ce que ça va venir? Donnez-nous plus de visibilité. Et ça, j'ai trouvé que c'était une question très pertinente. Et du coup, ils m'ont fait réfléchir et puis donc j'ai mis en place une roadmap sécurité du système d'information qui est, comme l'indique le schéma, déclinée en deux parties, une roadmap purement technique et une roadmap organisationnelle. La roadmap technique
comprend une partie étude qui concerne tous les projets liés au développement logiciel et une roadmap production dans laquelle on va trouver tous les projets d'infrastructure. D'un autre côté, la roadmap organisationnelle comprend une partie sur le plan de continuité d'activité et une autre partie sur l'organisation et la gouvernance. On y trouve des sujets beaucoup plus transversaux et qui concernent les ressources humaines, par exemple. Donc cette roadmap aujourd'hui n'a pas été diffusée aux équipes parce que notre directeur des systèmes d'information l'a trouvée tellement bien qu'il a décidé, avant de la diffuser aux équipes, de faire une roadmap direction des systèmes d'information dans laquelle on allait intégrer cette roadmap, mais il y aurait toute la composante du système d'information. Donc ce qui est une bonne idée. Donc ça sera diffusé aux équipes un peu ultérieurement, ils attendront. Voilà. Donc j'arrive à la fin de j'arrive un peu à la fin. Donc là, ce premier retour d'expérience, bon, je suis un petit peu désolé, mais on vient de mettre en place cette démarche. J'aurais préféré que la conférence soit dans 6 mois, j'aurais eu un retour beaucoup plus riche à vous donner, mais bon, c'est la date qui veut ça. Ceci dit, j'ai quand même des choses intéressantes, des retours intéressants dès cette étape. D'abord, c'est une démarche d'équipe qui nécessite l'implication de tous les services de la DSI. C'est pour ça que je vous les ai présentés au départ, parce que c'est vraiment important. Il est préférable également de commencer par un point de situation. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que commencer par un audit, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, pour faire un point sur la situation actuelle, c'est mieux. Autre point important, les non convaincus déclarés sont utiles pour parfaire la politique. On a besoin de personnes très motivées, alors ça c'est évident. Mais le pire risque, le pire ennemi, c'est l'indifférence. C'est les personnes qui ne disent rien, qui ne font pas de commentaires, qui ne s'intéressent pas. Et finalement, ceux qui font le plus avancer, c'est les non convaincus, les personnes qui sont contre, parce que soit elles ont des bonnes raisons, et puis il faut qu'on améliore la politique de sécurité, soit elles ont tort, et ça veut dire que notre communication n'est pas bonne. Donc dans tous les cas, elles nous font progresser. Enfin, il faut trouver le bon équilibre entre en faire trop, avec un risque de décrochage des équipes, ou pas assez. Et là, ça serait dommage comme de mettre ça en œuvre et de ne pas être un minimum ambitieux. Et ça, vraiment, c'est là où j'ai dépensé le plus d'énergie. Tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais mis un petit schéma de yin-yang d'équilibre, parce que c'est là qu'est la grande difficulté. C'est de trouver vraiment la politique qui sera pertinente et qui ne sera pas trop lourde pour les équipes et qui sera bien perçue. Donc on doit vraiment travailler avec des personnes référentes de confiance et ne pas hésiter à remettre sur l'ouvrage régulièrement cette politique pour vraiment la finaliser. Il faut prendre le temps qui est nécessaire. Bien accompagnée, la démarche provoque l'intérêt et l'adhésion. Donc, on a découvert de nouveaux bugs depuis par les équipes, mais cette émulation doit être entretenue dans le temps. C'est important. Enfin, je donnerai le mot de la fin à Sun Tzu, qui écrivait dans l'art de la guerre que ce qui est important, c'est de se préparer à déjouer une attaque au lieu d'espérer qu'elle ne se produise pas. Donc, cela me permet de reboucler avec mon constat de départ. De nos jours, la présence d'une infrastructure sécurité de qualité procure communément un faux sentiment de sécurité. Il est primordial que toutes les DSI prennent conscience de l'importance de mener une démarche de sécurisation du code applicatif, associée à un cycle d'amélioration continue, afin de conserver pérenne cette qualité dans le temps. Merci. Merci, M. Larue. Je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite, sinon on peut attendre la table ronde, mais si vous avez des questions, je peux en prendre une ou deux. Vous avez utilisé le terme de PSSI, le terme de référentiel. Je n'ai pas entendu, à moins que je l'ai raté, le terme de guide de sécurisation des développements. Donc le document que vous avez présenté aux développeurs, je voudrais savoir à quel degré il était détaillé. Est-ce que vous êtes resté aux principes généraux? Est-ce que ça a suffi de rester dans le général? Ou est-ce que vous êtes entré vraiment dans le concret en disant, voilà, quand vous faites ça, il faut utiliser tel applet, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'était vraiment une politique, puisque, comme je l'ai dit, elle est agnostique. Ce sont des principes qui sont exposés.
Par contre, justement, pour la compléter, c'est là qu'on a mis en place une page wiki, un wiki avec là toutes les recommandations et les astuces technologiques, les frameworks qu'il faut utiliser. Donc, le but, c'est que la politique, elle soit pérenne dans le temps. Elle est basée sur des bonnes pratiques qui sont vraiment immuables. Et puis, tandis que le wiki, lui, il va plus, il est d'ailleurs beaucoup plus collaboratif. Et puis, il va vivre au fur et à mesure des nouvelles technologies. Et l'HTML5 aujourd'hui, et puis demain, de nouvelles technologies, quoi. Donc le wiki, c'est pas tellement vous qui l'alimentiez par des principes que vous édictiez, non. Mais c'était plutôt les développeurs qui l'alimentaient? Oui, alors c'est des référents, hein. Chez nous, c'est l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure, mais l'avantage du wiki, c'est pour ça qu'ils aiment bien ça, les développeurs, c'est que c'est participatif et contributif. Donc toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Très bien, merci. Oui, encore une question. C'est concernant la revue de code. Je voulais savoir quel outil vous utilisiez pour faire votre revue de code. Alors c'est justement, ça fait partie des choses qui sont en cours de définition. On a décidé d'en faire beaucoup plus. On a prévu les budgets, on a planifié, mais c'est en train d'être mis en place. Donc aujourd'hui, à minima, ce sont des revues de code manuelles et puis l'utilisation, comme je vous ai dit, de Sonar ou d'autres outils de vérification de qualité de code. Mais on a un vrai projet sur la revue de code en 2012. D'accord, merci. Voilà. Merci de ces précisions, M. Larue.